Bonsoir à tous et merci à vous de nous accueillir chez vous ce soir pour cette nouvelle édition de votre JTM. Et nous serons en compagnie donc de Thierry Galarme, président du MEDEF à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors le 6 mai dernier, vous avez saisi la préfecture pour demander à ce que le chombo, la possession du chombo soit réglementée. On a vu notamment ces dernières semaines de nombreuses agressions et émeutes durant lesquelles des jeunes arboraient entre autres armes ces fameux chombos. Vous avez émis des propositions. Quelles sont-elles? On en parle tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Shakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Alors, avec vous, nous irons à la découverte du Ponzo, cette cérémonie qui met à l'honneur les jeunes filles lors de leur passage de l'enfance à l'âge adulte, une tradition qui nous vient d'Anjouan et dont vous nous parlerez à la fin de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 10 mai. Les résultats de l'autopsie de Frédéric Dachery sont tombés hier en fin de soirée. Selon les premières analyses, aucun lien médico-légal ne peut être fait entre son agression et son décès des suites d'un infarctus. Les résultats qui demandent encore confirmation, mais qui font déjà beaucoup parler d'eux. Sage-femme, gynécologue, infirmier anesthésiste, bureau des entrées et aujourd'hui médecin praticien. Tout le personnel hospitalier souffre d'une surcharge de travail et demande des mesures concrètes. Sans aucune réponse de la direction, demain, mercredi 11 mai, débute une grève générale historique. Explication. Le Ponzo est une cérémonie traditionnelle venue d'Anjouan. Elle marque officiellement la fin de l'enfance et le passage à l'âge adulte chez la jeune fille, lorsque ses premières règles surviennent. Célébrée encore aujourd'hui dans certains villages, cette tradition tend cependant à disparaître. Immersion dans un univers coutumier à la fin de cette édition. Dans notre édition d'hier, en même temps que nous l'apprenions, nous vous faisions part du communiqué du procureur de la République à propos de l'autopsie réalisée suite au décès de Frédéric Dachery. Et selon les premiers résultats, sa mort est due à un infarctus, ce qui exclut tout lien avec son agression au marteau survenue 3 jours plus tôt. Autant dire que l'annonce a suscité de nombreuses réactions, notamment au sein du personnel du CHM. Un sujet signé Abbas Alidi, Isabelle Fargé et Leslie Vimnet. Frédéric Dachery ne retrouvera jamais la vie, mais de nombreuses questions continuent de se poser quant à sa mort. Alors que l'autopsie confirme la mort par infarctus, elle exclut pour l'heure tout lien avec son agression survenue 3 jours plus tôt, et donc son passage express au CHM. Un point de vue que ne partage pas le docteur Javaudin et le représentant CGT au CHM, Abdou Maoulida. Ça fait depuis de nombreux mois qu'on ne fait pas une médecine qu'on a en métropole ou à La Réunion. Parce qu'on ne garde pas les gens, parce qu'on ne peut pas les garder. Et c'est des enfants, ça peut être des gens âgés, je suis désolé, c'est une personne fragile en métropole ou à La Réunion. Monsieur Dachery serait resté en observation il serait certainement resté plus longtemps. Mais on n'a pas de place ici non plus. Mais on n'a pas de place. Oui, est-ce que si on avait été en métropole, il serait resté plus longtemps? Oui, certainement. On l'aurait même gardé même chez nous aussi, s'il y avait de la place et s'il y avait du temps. Mais là, ça va à la chaîne, c'est ce que je vous dis. Tellement que les agents sont submergés qu'aujourd'hui, des fois, ils ne sont même pas efficaces à certains endroits pour leur propre boulot auquel ils ont appris. D'accord? Même des maladies qu'on avait éradiquées ici reviennent. Donc je ne sais pas si l'État est en train de se rendre compte de la situation et encore moins nos élus. Du côté des syndicats, le constat est le même. Frédéric Dachery n'aurait jamais dû sortir aussitôt, de quoi révéler les dysfonctionnements au sein d'un hôpital en flux tendu. 2 jours d'observation, moi je trouve que c'est pas normal par rapport à ce qu'il a eu. Des coups de marteau, c'est pas un mur qu'on tapait, parce que même un mur qu'on tape un coup de marteau, il souffre. Donc c'est un humain, il fallait quand même qu'il reste à peu près 1 semaine pour qu'on vérifie vraiment ce qu'il a eu. J'invite clairement la famille à déposer plainte parce que c'est pas normal. Les choses ne doivent pas se passer comme ça. Aujourd'hui, on parle de Dachery parce qu'il est populaire, on le connaît tous à Mayotte, c'est un grand monsieur. Mais derrière, il y a aussi plein de personnes qui perdent leur vie à cause de ce genre de, pas négligence, mais faute de moyens. Du coup, certaines personnes sont contraintes de faire les choses de cette façon-là. Frédéric Dachery rédigeait actuellement ses mémoires afin notamment de faire part de ses combats au grand public. Lui, le grand ami de Younoussa Bamana, n'aura jamais la chance de les terminer, même si l'espoir de voir un jour publié ce qui a déjà été écrit semble possible. Alors, ces mémoires, moi j'ai posé la question à M. Nassir Atman.
parce que en fait c'était la personne que M. Dachri avait contacté aussi pour les corrections des mémoires. Bon, mais on n'a pas encore pu en parler. Bon, ce serait indécent qu'on en parle aujourd'hui. Je pense qu'on va attendre la fin, une fois qu'il sera inhumé. Et puis il y a la famille aussi. Et je compte beaucoup que au moins ce qu'il a pu produire, ça puisse sortir. Le corps de Frédéric Dachri sera ramené demain à 6h30 à Kangani. Le cortège prendra ensuite la direction de l'église Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou vers 15h. La cérémonie religieuse doit quant à elle débuter à 16h20 et s'achèvera pour une mise en terre au cimetière du Grand Repos. Et nul doute que la foule sera au rendez-vous pour délivrer un dernier hommage à cet enfant de Mayotte. Voilà, alors je vous dis bon après-midi et merci d'être venu. Merci à vous. À la prochaine. Thierry Gallarme, avant de parler de votre sollicitation à la préfecture, un mot sur ce qu'on vient de voir dans ce reportage, notamment les résultats de l'autopsie qui ont révélé que justement Frédéric Dachri était mort d'un infarctus et non pas des suites de son agression. On a vu votre intervention sur les réseaux sociaux et vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit. Écoutez, moi je suis plutôt d'accord avec ce qu'ont dit les personnels de l'hôpital. Des gens qui ont subi un infarctus, j'en connais beaucoup, et ils sont en vie. Je pense que si effectivement ce monsieur avait été conservé à l'hôpital en observation, son infarctus se serait produit à l'hôpital, il aurait été tout de suite conduit en réanimation, et je suis persuadé qu'il serait toujours en vie. Ça pose le vrai sujet, et je suis totalement solidaire du personnel de l'hôpital qui revendique aujourd'hui. Nous n'avons pas suffisamment de lits d'hôpital à Mayotte. J'en ai parlé à la ministre de l'Outre-mer que j'ai rencontrée le 26 avril. Et une des solutions pour régler ce problème, c'est que nous devons avoir une ARS de plein exercice à Mayotte. Aujourd'hui, il y a une seule ARS pour La Réunion et Mayotte, et toutes les décisions se prennent à La Réunion, ce qui fait qu'on construit plus de lits d'hôpitaux à La Réunion qu'à Mayotte, alors qu'à Mayotte, on en a besoin beaucoup plus. Je vous invite à lire l'article du Monde sur la maternité. Vraiment, aujourd'hui, Mayotte est dans un état sanitaire catastrophique. Il y a des pays d'Afrique où on se fait mieux soigner qu'en métropole. Monsieur Dachri est célèbre, paix à son âme, j'adresse mes condoléances à sa famille, mais combien de dizaines d'anonymes? J'ai reçu des témoignages justement par les réseaux sociaux d'un monsieur qui a subi un infarctus du rein, c'est une maladie très rare. Il y a une erreur de diagnostic à l'hôpital. Je pense que tous ces personnels de l'hôpital sont compétents, mais c'est le même problème que les policiers, ils sont débordés. Donc il faut vraiment que l'État engage les moyens nécessaires pour notre département. Alors, Frédéric Dachri a justement été agressé au marteau. Et vous allez ce soir nous parler du port du chombo, de ces armes blanches que l'on connaît ici à Mayotte, des machettes. Qu'est-ce que vous avez clairement demandé à la préfecture? On est parti d'un constat. Les chambots, les machettes, je ne parle pas uniquement du chambeau traditionnel qu'utilise le paysan dans son champ à compagnie, mais également des machettes que vous avez représentées à l'écran, sont impliquées dans de nombreuses agressions, par exemple de gardiens, de gens dans la rue. Autant il est normal qu'un paysan utilise un chambeau dans son champ, en tout cas c'était normal autrefois. Aujourd'hui, je vais y revenir après, je me pose une autre question. Autant c'est pas normal que des jeunes se promènent en plein jour, à tomber de la nuit. Quand je dis des jeunes, ce sont des adolescents, des enfants qui se promènent avec un chambeau dans les rues de Kaweni, dans la rue du Commerce. Ça, c'est pas normal. Je vois pas très bien quelles herbes, quels bananiers ils viennent couper rue du Commerce. Alors il y a cette objection, beaucoup de gens disent que c'est des armes en fait, enfin pas des armes mais des outils locaux, des outils traditionnels qui sont souvent fabriqués de manière artisanale. Alors comment faire pour taire justement ces arguments? Vous savez, dans la campagne où j'ai grandi, il était de tradition de posséder un fusil pour aller à la chasse. Il arrive un jour, on l'a réglementé. À Mayotte, il était de tradition que les agriculteurs travaillent la terre avec des chambeaux. Mais le monde a changé. Il est grand temps qu'on passe à une agriculture mécanisée à Mayotte. On a beaucoup plus de bouches à nourrir. Que fait la Chambre d'agriculture? Il y a des fonds européens qui sont là. On devrait pouvoir construire des serres pour produire des tomates, des concombres, des légumes, des salades. Je vous mets au défi de trouver des tomates rouges, où que ce soit, à Mayotte en ce moment. En fait, j'ai fait l'expérience ce week-end, on ne trouve pas une tomate. Il faudrait vraiment que la Chambre d'agriculture, plutôt que de participer à des salons pour exposer des pots de confiture, se mette au boulot
pour aider les agriculteurs à monter des dossiers de demande de subvention à l'Europe, pour développer l'agriculture mahoraise, et également pour qu'on ne soit plus obligé d'importer des tomates. Vous trouvez ça normal qu'à Mayotte on importe des tomates ? On importe même du manioc congelé. Regardez dans les congélateurs des supermarchés. On marche vraiment sur la tête. Alors réglementé, oui, mais dans quel sens ? Alors, réglementé, ça veut dire que tous les commerçants qu'on vendrait devraient avoir un registre sur lequel ils noteraient le nom, l'identité, la pièce d'identité de la personne qui l'a déclaré. Toute personne qui en posséderait un devrait le déclarer dans un lieu à déterminer. Ça peut être la mairie, le commissariat. Moi-même, j'en possède un. J'ai un jardin avec quelques bananiers, des ananas. Je serai le premier, là où on me dira, déclarer mon chambeau. Donc attendez-vous de la préfecture ? Un arrêté préfectoral, à eux de voir. Moi, je suis pas préfet, je suis pas fonctionnaire. J'ai pas leurs compétences, j'ai pas fait l'ENA. C'est à eux de déterminer ce qu'ils doivent mettre dans leur arrêté. Peut-être que ça doit concerner beaucoup plus de choses que les chambeaux. En tout cas, dans les agressions qui concernent les entreprises adhérentes au MEDEF, il y a eu beaucoup de cas de chambeaux. Dans les émeutes urbaines des derniers jours, dans ce qui s'est passé, vous parliez de la sous-préfète, elle s'est rendue sur les lieux de l'agression en Saint-Zilé, il était en question de chambeau. Le chambeau, on entend parler. Moi, quand je suis arrivé en 2002, j'ai croisé un paysan avec un chambeau qui m'a fait goûter les pommes cannelle. C'est un de mes meilleurs souvenirs à Mayotte. C'était l'époque où vraiment, on n'avait pas peur de quelqu'un qui avait un chambeau. Aujourd'hui, quand vous croisez quelqu'un qui a un chambeau, vous avez peur. C'est pas normal. Merci beaucoup Thierry Galarme pour votre intervention et on continue maintenant en direction le CHM où plus les mois passent et plus les conditions de travail ne cessent de se dégrader. Le personnel est au bord du burn-out, le système est saturé sans compter que la structure est devenue trop petite pour accueillir le flux de patients. Pour le personnel du centre hospitalier, c'est trop. Alors pour exprimer leur ras-le-bol, ils entameront dès demain une grève générale, une grande première à Mayotte. Les précisions avec Adèle Laurent. Pour la première fois à Mayotte, tout le personnel du centre hospitalier, médical ou non, rentrera en grève dès demain. Il réclame entre autres une augmentation de salaire, mais cette dernière ne réglera pas le problème de surcharge de travail. Et pour Abdou Maoulida, l'État reste aveugle sur les problématiques que rencontre le CHM. Le véritable problème de l'hôpital aujourd'hui, il se trouve victime de son propre succès. Et les agents n'en peuvent plus, ils sont tirés à couteau, mais vraiment d'un côté comme de l'autre. Il y a trop de surcharge d'activité avant même d'engendrer une surcharge de travail. Donc ceci dit, les murs ne sont pas extensibles. Quand on regarde nos élus, sincèrement, la santé, on y fait quoi? Rien. L'éducation, on y fait quoi? Rien. Et aujourd'hui, ne parlons même plus de l'emploi. Donc je ne sais pas si l'État est en train de se rendre compte de la situation, et encore moins nos élus. Une surcharge de travail qui dégrade la qualité de soins. La population est donc directement concernée par les conditions de travail qui se dégradent de façon exponentielle, comme nous l'explique Ouseni Balahachi. Aujourd'hui, moi je demande à la population également de venir accompagner le personnel hospitalier qui est en grève pour que nous puissions mettre la pression nécessaire afin d'espérer avoir gain de cause par rapport à cette situation de crise que nous vivons au jour d'aujourd'hui à Mayotte. Parce que la santé, c'est quelque chose de primordial pour un individu. Un appel à la solidarité, l'intersyndicale se réunira demain afin de discuter de la suite des événements de la journée. Un courrier sera également envoyé aux personnes compétentes. Darmi Douafiri nous en dit plus. On va envoyer un courrier au ministère et à l'ARS, au directeur général de l'ARS de l'océan Indien, pour qu'il y ait une entrevue entre nous, syndicats et eux, le ministère et l'ARS aussi, pour vraiment présenter la problématique du CHM. Personne n'est épargné, donc il faut que tout le monde se mobilise pour montrer vraiment ce qu'il y a le ras-le-bol. Donc de toute façon, même la direction elle-même reconnaît les difficultés qu'il y a. Donc on attend ce que va nous dire l'ARS et le ministère, tout ça. En attendant, dès demain, un service minimum sera mis en place afin d'assurer les urgences médicales. Quant au service des consultations, un ralentissement des activités est prévu. Le mot d'ordre pour le personnel du CHM est donc la solidarité, afin de peut-être se faire entendre.
Et on continue avec cette disposition dont l'application est prévue au 1er novembre prochain et qui va changer en profondeur la procédure de reconduite à la frontière. En effet, en devenant 101e département français, Mayotte a par suite accédé au statut de 9e région ultrapériphérique. À ce titre, elle doit se conformer à l'acquis communautaire qui lie les États membres à l'Union européenne. Conséquence, elle doit respecter l'ensemble des droits et obligations juridiques, hormis les champs dérogatoires à permis et l'immigration clandestine ne faisant plus partie de ces champs dérogatoires. Le CESEDA, qui régit l'entrée et le séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, devra alors être appliqué à Mayotte. Adèle Laurent nous en dit davantage. Pour respecter l'acquis communautaire, une loi a été votée en toute discrétion le 7 mars dernier. Cette loi sera effective à compter du 1er novembre prochain et tout étranger pourra alors contester sa reconduite à la frontière par voie de référé et ne pourra donc plus être éloigné tant que le juge administratif n'aura pas décidé de l'ouverture d'une audience ou non. Dans le face-à-face de ce matin, Samuel Bocher et Patrick Millan se sont demandé s'il fallait conserver le régime dérogatoire et si cette loi était transposable à Mayotte. Là, on demande quoi? Une dérogation? Alors attendez, donc il y a des jours où il faut l'application du droit commun plein et entier, pas de dérogation, on veut pas un département à part, on veut un département complet. Mais un département complet, c'est ça! C'est ça l'Europe! C'est ça un département français! Il y a des règles et on les applique! Le CESEDA, le code d'entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. Il est bon ce code à l'échelle européenne, mais pour un territoire qui n'est pas d'exception comme Mayotte. Dire quand il y a 1% de la population qui est étrangère, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a plus de 50%, c'est un gros merdier. Et ça, c'est pas applicable. Non, donc je pense plutôt à appliquer l'article 349 du traité de Lisbonne, qui nous permet une spécificité pour les régions ultrapériphériques européennes, et il faut les appliquer absolument. En effet, l'article 349 du traité de Lisbonne stipule que le passage de Mayotte au droit européen doit se faire lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet. Pour l'heure, Mayotte doit se conformer à la législation européenne et l'expulsion sous 24 heures ne sera donc plus d'actualité. Le centre de rétention administrative, dont la capacité d'accueil est limitée, se verra alors confronté à un manque de place, comme nous l'explique Samuel Bocher. Depuis le début de l'année, il y a près d'une quarantaine de locaux de rétention administrative qui ont été créés. Je rappelle que ces LRA sont créés dès lors que le centre de rétention administrative de Pamandzi est plein. C'est-à-dire 148 personnes. Mais on les reconduit toutes les 20 heures en moyenne à Mayotte, à la frontière. Si là, c'est 5, 6, 7, 8, 10 semaines avant de pouvoir les expulser, le CRA sera en permanence plein. Et donc il n'y aura plus que des LRA. Mais les LRA devront répondre aux mêmes conditions qu'un CRA. La solution prévue par l'Union européenne concernant le logement des étrangers serait l'assignation à résidence, difficilement applicable à Mayotte. La Cour européenne des droits de l'homme est extrêmement claire sur le sujet, et d'ailleurs le droit français l'est aussi. C'est l'assignation à résidence. Non mais ici ça va être compliqué. C'est juste impossible. C'est juste impossible quand vous habitez Mangatélé et que vous vivez dans les situations les plus précaires qui soient, qu'il n'y a pas d'adressage, qu'il n'y a pas d'adresse proprement dite. Comment voulez-vous assigner à résidence? C'est-à-dire que l'adresse n'existe pas. Il n'y a pas de lieu légal. Donc c'est quoi la solution? C'est exactement ce qui se passe à Calais. Les camps. Une démultiplication du délai juridique, un manque de place au CRA et dans les LRA, une juridiction qui risque d'être rapidement engorgée avec la multiplication des dossiers déposés. Alors que Mayotte fait difficilement face à la vague migratoire qu'elle connaît, cette nouvelle ordonnance changera en profondeur la procédure de reconduite à la frontière, poussant certains à se demander si le cataclysme en 2017 dont Joël Garrigue avait parlé arrivera finalement plus tôt que prévu. Et maintenant, selon les informations qui viennent de nous parvenir, la situation se complique du côté de Kanikeli. Les habitants sont contre le relogement des expulsés de Chongé dans la MJC de Kanikeli. La sous-préfète est sur place. Des discussions sont en cours avec le maire de la commune. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 10 mai. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Bakar Ali Boto, le premier adjoint au maire de Mamoudzou, est de plus en plus véhément lorsqu'il s'agit d'évoquer la situation actuelle du département. Si certains y voient là un début de campagne à l'approche des sénatoriales, il n'en reste pas moins que l'homme politique se veut force de proposition.
À travers une tribune libre publiée sur les réseaux sociaux suite au décès de Frédéric Dachery, il revient sur la perpétuelle montée de la violence. Il propose ainsi 7 mesures pour mettre fin à la délinquance et à l'insécurité devenue meurtrière. Parmi les plus notables, il souhaite, je cite, terroriser et neutraliser les voyous et les bandits de toute nature par le déploiement massif de policiers et de militaires sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Renforcer le contrôle des frontières en instaurant un rideau de fer maritime autour de l'île ou encore recenser la population clandestine présente à Mayotte. Recensement volontaire en échange d'un titre de séjour provisoire, des propositions choc qui pourraient lui rapporter des points en vue des élections. Les collectes des déchets représentent un défi quotidien à Mayotte. À ce titre, le syndicat intercommunal d'élimination et de la valorisation des déchets, le CIDEVAM, vient d'acquérir 6 camions à benne pour la collecte des ordures ménagères. Ces nouveaux camions permettront d'accéder à des rues étroites et seront déployés sur l'ensemble du territoire prochainement. Par le biais d'un communiqué, le syndicat indique également qu'il réceptionnera également 7 autres camions à benne et 6 camions plateaux équipés de grues pour améliorer la collecte, notamment des déchets verts. Pour accompagner cette politique, 800 bacs ont également été commandés. Coût estimé des investissements, 2,7 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour l'environnement, la santé, le tourisme, mais aussi et surtout la population. Il se passe des choses telles à Mayotte que le mieux reste d'en rire. Ainsi, la semaine dernière, la douane a intercepté plusieurs bateaux de pêche à bord desquels se trouvaient plusieurs étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Au-delà des hommes, les douaniers ont également intercepté des moteurs de bateaux pour lesquels les taxes en vigueur n'avaient pas été acquittées. Les agents ont donc saisi les matériels dans la mesure où les marins ne pouvaient directement payer les amendes s'élevant à 2 000 €. Après quelques jours, les pêcheurs ont finalement réuni la somme due afin de récupérer leurs biens et reprendre le travail. Problème, entre-temps, la direction des douanes a été victime d'un cambriolage et les moteurs ont été dérobés par les malfrats. Les douaniers n'ont ainsi pas pu restituer les biens, tandis que quelques jours auparavant, le magasin de stockage des saisies opéré par la police aux frontières avait fait les frais des voleurs, aussi ironique qu'affligeant. Et pour finir cette édition, nous nous sommes intéressés à une tradition tout droit venue d'Anjouan et que l'on appelle le ponzo. En quoi cela consiste-t-il? Eh bien, il s'agit d'une cérémonie qui marque le passage des jeunes filles de l'enfance à l'âge adulte. Une célébration à laquelle certaines familles mahoraises tiennent particulièrement. Plus qu'un simple événement festif et culturel, il s'agit surtout ici d'apprendre à la jeune fille à accepter sa féminité. Adèle Laurent et Shakila Youssouf nous emmènent le temps d'un reportage au cœur de cette tradition. C'est une cérémonie réservée à la gente féminine. Regardez. Lors de cette cérémonie traditionnelle du ponzo importé d'Anjouan, les jeunes femmes portent le chiromani et le gaouni, les habits portés traditionnellement par les femmes anjouanaises durant leur cérémonie de mariage. Leurs proches les accompagnent tout au long de cet événement important qui marque pour ces jeunes filles le passage de l'enfance à l'âge adulte. Liponzoleni kusudialo wasipenga pia yamanu kandozi avuma luwa ritanganya riduduwa ripia vale hahumaiza umana mgwampwe na amati ya wantu na udhali muna husuda kula tomangali haditola orema likela wonsa tutamangali ya shari leo utowa kula tamu kama nakazwala nanyo rambia yedwal ponzoleni mwezi uyo sama udiro ilipara hau wangwa irongotua kiemba zwala na baba na mama na fundi atasikia mpote vumarueno alompote vualo mwenze kamwa venze. Et pour les hommes, le passage de l'enfance à l'âge mûr est célébré durant la cérémonie de circoncision, toujours pratiquée dans les 4 îles. Et comme le ponzo, ces cérémonies font partie intégrante de l'histoire culturelle des îles Sœurs. Durant cette journée, les jeunes filles sont particulièrement choyées par leur famille. Ce rite de passage représente en effet, aux yeux de ses proches, un premier mariage spirituel où la jeune femme accepte sa féminité. On fait des préparations, on prépare la fille comme une dame, comme une femme. C'est le premier mariage de la fille. On lui a expliqué dès que la fille voit pour la première fois ses règles. Là, ça veut dire qu'elle est femme, donc qu'elle doit faire attention à ne pas se laisser aller partout avec n'importe qui, parce qu'on est encore attendu d'elle de beaucoup de choses, d'autres honneurs, quoi. C'est une façon de faire à ce qu'elle, s'il se conserve, il pourrait encore avoir beaucoup plus mieux qu'est-ce qu'elle vient de voir là aujourd'hui. Pour célébrer le ponzo, les femmes écrasent des fleurs séchées qui dégagent une odeur très agréable.
Le parfum produit entre autres par les fleurs du Hanfou est appelé Zukuba. Cette odeur est celle de la féminité dégagée par les femmes des îles de la Lune au quotidien. Cette cérémonie contribue donc à préserver les traditions ancestrales tout en accompagnant les jeunes femmes dans leur passage parfois difficile vers l'âge adulte. Chakila, on vient de voir les images d'une cérémonie traditionnelle avec un côté festif mais qui a aussi son sens. On l'a vu, c'est le moment où la jeune fille voit ses premières règles, comme dit cette dame dans le reportage. Un moment important pour la jeune fille donc. Un moment très important, il faut savoir que ceux qui se posent la question de savoir c'est quoi le ponzo, c'est justement cette mixture de fleurs séchées. On a aussi le hanfou qui est très connu ici à Mayotte. Le jasmin. Voilà, le jasmin qui est normalement, de son nom hanfou, c'est pour embaumer. C'est pour embaumer la femme. Et il faut savoir que l'origine de ce ponzo vient d'arabe. En fait, comme nous, dans l'islam, la femme est considérée comme une fleur. Donc, c'est normal. Ici, chez nous, on a repris cette tradition, mais on l'a appropriée, c'est-à-dire plus précisément à Anjouan, en fait, on l'a repris et puis au lieu de mettre, parce que dans les pays musulmans, arabes, ils mettent de l'argile, ils mettent de la poudre d'or, ils mettent autre chose que le hanfou. Donc nous ici on l'a repris, on a mis le manukato, tout ce qui embaume la femme tout simplement, et c'est une manière d'expliquer à la fille que certes, elle va passer, elle est à une étape où elle devient pubère et elle va apprendre à être une femme, à accepter sa féminité. Mais au-delà de ça, les femmes veulent célébrer ce moment-là pour lui expliquer aussi que il faut qu'elle se préserve. Il faut qu'elle se préserve pour que demain on puisse la marier vierge quelque part. Que son honneur, ça dépend de tout le village en fait. Et c'est une manière aussi de lui apprendre quelque part. C'est pas une éducation sexuelle. Parce qu'on n'a pas vu dans ce reportage, mais à un moment donné, on voyait les femmes, elles faisaient des danses un peu, on pourrait dire un peu sexuelles. Enfin, c'est pas homosexuel, mais on voyait bien. On suggère en fait le rôle qu'elle aura auprès de son mari, son futur mari notamment. Exactement. Mais en parlant de mari, chez nous, quand nous on met le hanfou, tout ce qui sent bon, c'est parce qu'on est marié et qu'on veut sentir bon pour que notre mari nous désire. Donc c'est une manière aussi d'apprendre à cette jeune fille un peu les secrets de la femme. Alors Chakila, on rentre quand même dans l'intimité de la jeune fille. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a vu, les jeunes filles sont modernes, est-ce que c'est pas quelque part quelque chose qui tendrait à se perdre, ou alors non, la tradition tient? On pourrait dire qu'ici à Mayotte, c'est pas une fête qu'on va crier sur tous les toits. D'ailleurs, je suis sûre que bon nombre qui vont regarder ce reportage, ils vont dire ça y est, elle est affichée, tout le monde sait qu'elle a eu ses règles. Mais en fait, il faut voir au-delà de ça. Dans ça, regardez dans cet immeuble où habitent pratiquement que des Mzungu, on voit finalement cette culture qui s'invite dans ce genre d'endroit où finalement c'est une manière aussi de s'intégrer, c'est une manière culturelle de s'intégrer, qu'on puisse aussi accepter aussi cette communauté venue d'Anjouan. Les Mahorais adoptent cela parce que ça réunit les gens, et les Mahorais ils aiment bien et la société évolue justement. Exactement, ils aiment bien tout ce qui réunit et tout ce qui est festif, convivial. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un moment intime, certes. En métropole, pour les métropolitains, si la fille a ses règles, elle va se faire toute petite. Elle va peut-être en parler à sa mère, mais elle va pas vraiment comprendre. Mais chez nous ici, c'est un moment où ça y est, la jeune fille, l'enfant, elle n'est plus une enfant, elle rentre dans l'arène des femmes, et cette cérémonie est là pour la faire rentrer dans cette reine et lui expliquer aussi quelque part quelle est la valeur de la femme et comment elle devrait être. Merci beaucoup Chakila, une tradition qu'on a été ravis de découvrir avec vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à voir et à revoir sur notre site l'infocosi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Prochain rendez-vous avec l'information demain en radio dans la matinale. Une matinale que vous retrouverez dès 6h du matin en compagnie de Flo, Patrick Millan, Isabelle Fargier et Samuel Bocher. Excellente soirée à vous sur KTV.